On vous a déjà raconté cette histoire. Vous l'avez entendue sous forme d'anecdote inspirante, un moment suspendu où le jeune génie rencontre le vieux maître. Deux esprits monumentaux dans la même pièce, un passage de flambeau invisible entre deux générations. C'est beau, c'est rassurant, et c'est totalement inutile. Cette version de l'histoire a été conçue pour que vous vous sentiez bien, pas pour vous donner quelque chose de réel. La véritable histoire de ce qui s'est passé quand Richard Feynman et Albert Einstein ont partagé une salle à Princeton en 1940 est bien plus inconfortable et infiniment plus puissante. Parce que ce que personne ne vous dit, c'est ce qu'Einstein a refusé de faire. Et pourquoi ce refus a exposé un mensonge qu'on vous raconte encore aujourd'hui dans chaque salle de classe, chaque conseil d'administration et chaque entretien d'évaluation. Avant d'entendre ce qui s'est passé, laissez-moi vous dire ce que votre éducation ne vous a jamais dit directement. Vous n'étiez pas lent, vous n'étiez pas incapable, vous n'étiez pas le problème. Le système l'était. Il a été construit délibérément pour que les gens intelligents doutent de leurs propres pensées et lèvent les yeux pour demander une permission. Si vous avez passé des décennies à sentir que vos idées avaient besoin du tampon de quelqu'un d'autre pour être réelles, ce sentiment était la réponse correcte à une configuration incorrecte. Gardez cela en tête. Nous sommes à l'université de Princeton, fin 1940. Un étudiant de 22 ans nommé Richard Feynman est au tableau noir d'une salle de séminaire. Sa main tremble. Ce n'est pas à cause des équations, il les connaît par cœur. Sa main tremble à cause de ce que le professeur Eugen Wigner lui a glissé dans le couloir 2 jours plus tôt. Wigner a réuni un public particulier pour ce séminaire. Les recherches de Feynman avec son mentor John Wheeler produisaient quelque chose de radical sur la façon dont les électrons échangent de l'énergie. Wigner a donc commencé à énumérer les noms des présents. Henry Norris Russell, l'astronome le plus célèbre de sa génération. Feynman a pâli. John von Neumann, le plus grand mathématicien vivant. Feynman est devenu verdâtre. Wolfgang Pauli, l'un des architectes de la mécanique quantique, dont la brutalité intellectuelle était si légendaire qu'on l'appelait l'effet Pauli. Feynman était maintenant, selon ses propres mots, complètement vert. Et puis Wigner a lâché le dernier nom. Le professeur Einstein vient rarement à nos séminaires, mais votre travail est si intéressant qu'il a été invité spécialement. Il sera là aussi. Pour Feynman, ce n'étaient pas des collègues, c'étaient des forces de la nature avec des visages. Le matin du séminaire arrive. Einstein entre. Ses premiers mots « Bonjour, je viens à votre séminaire. » Courtois, simple. Puis il regarde autour de lui et pose sa seule véritable question de tout l'événement. Où est le thé ? Feynman écrira plus tard qu'il était soulagé d'avoir pu répondre à au moins une question d'Einstein ce jour-là. Le séminaire commence. Feynman présente son travail. Sa main tremble, mais il finit par s'en sortir. La salle suit. Puis, le séminaire se termine. C'est le moment des questions. Et c'est ici que l'histoire que les écoles ont aseptisée commence à changer tout ce que vous devriez penser de l'autorité. Avant d'arriver à ce qui s'est passé dans cette pièce, faisons une pause. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre sur le monde dans lequel vous avez grandi. Un monde si consciencieusement construit autour d'un mensonge spécifique que la plupart des gens ne voient même plus les murs. Vous avez été entraînés, dès le premier jour d'école, à croire que vos idées n'ont aucune valeur tant qu'une figure d'autorité ne les a pas confirmées. Réfléchissez à la profondeur de ce conditionnement. Vous levez la main et vous attendez. Vous soumettez votre travail et vous attendez la note. En réunion, vous lancez une idée et vous jetez un coup d'œil au supérieur hiérarchique pour voir s'il hoche la tête. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conception. Le mécanisme a un nom. La validation par l'autorité. C'est la règle invisible qui dit qu'une idée n'est pas réelle tant que quelqu'un avec des diplômes ne l'a pas tamponnée. Les écoles ont bâti ce système délibérément, car des élèves qui ont besoin de l'approbation d'un professeur pour faire confiance à leurs propres réflexions sont bien plus faciles à gérer que ceux qui n'en ont pas besoin. Les penseurs obéissants restent dans leur couloir. Ils font leur devoir. Ils ne questionnent pas le programme.
Ils deviennent des adultes qui ont besoin de l'aval d'un manager ou d'un comité avant de s'engager dans ce qu'ils savent pourtant déjà être vrai. Wolfgang Pauli comprenait parfaitement ce système. Il ne se contentait pas d'y évoluer, il l'avait transformé en arme. Ce qu'il a fait à la fin du séminaire de Feynman n'était pas une critique scientifique, c'était une démonstration de force de la machine à valider. Feynman vient de présenter la théorie de l'absorbeur Wheeler-Feynman. C'est un travail étrange, radical, qui repense l'interaction des électrons à travers des ondes électromagnétiques passées et futures. À ce moment précis, personne ne sait si c'est une percée monumentale ou une erreur de parcours. Pauli se lève. Avec sa franchise brutale caractéristique, il dresse une liste d'objections. Je ne pense pas que cette théorie puisse être juste à cause de ceci, de cela, et de cela encore. Chaque ceci est un clou. Chaque cela est censé sceller le cercueil un peu plus fermement. Et puis Pauli fait le mouvement. Le plus vieux coup de force du milieu académique. Il se tourne vers l'homme assis à côté de lui, l'auteur de la relativité, celui dont le nom est devenu synonyme de génie, et il lance. N'êtes-vous pas d'accord, professeur Einstein ? Arrêtez tout. Ce moment ne concerne pas la physique. Il concerne quelque chose de bien plus humain. Pauli vient d'emprunter l'autorité d'Einstein pour achever ce que sa propre logique ne pouvait pas faire. Il a empilé ses critiques, puis il a saisi l'arme la plus lourde de la pièce pour les enfoncer. Si Einstein acquiesce, si Einstein dit oui, je suis d'accord, cette théorie ne tient pas, alors la conversation est terminée. Pas à cause de la logique, mais à cause du non. C'est le mouvement de Pauli, et vous l'avez vu 1000 fois dans votre propre vie. La salle retient son souffle, le silence est total. Tout le monde attend qu'Einstein porte le coup de grâce. Einstein marque une pause, puis il prononce un seul mot, non. Un non long, aux sonorités allemandes, poli, délibéré, presque doux. Et puis il ajoute la phrase la plus importante de tout l'après-midi, celle qu'on ne vous a jamais apprise à l'école, celle qui contient la véritable leçon. Je trouve seulement qu'il serait très difficile de construire une théorie correspondante pour l'interaction gravitationnelle. C'est tout. Pas de cette théorie est fausse. Pas de je suis d'accord avec les objections du professeur Pauli. Pas de condamnation globale, alors que tout le monde dans cette pièce, y compris le jeune Richard Feynman, s'attendait à une exécution sommaire. Juste une préoccupation spécifique, la gravité. C'était son domaine, le territoire où il avait quelque chose de légitime à dire. Sur tout le reste, il a gardé le silence. Dans ses mémoires, Feynman a mis 40 ans à trouver les mots pour décrire ce comportement. Il était très tolérant envers les idées des autres. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas un compliment sur sa gentillesse, c'est l'observation d'une discipline intellectuelle extrême. Voici le premier modèle mental que cette histoire nous enseigne, le test de pression. Le test de pression, c'est ce qui arrive quand on demande à une personne puissante de ne pas réfléchir, mais de ratifier, de ne pas analyser, mais d'endosser. Le système a besoin qu'elle joue son rôle d'autorité ultime pour confirmer la hiérarchie. La plupart des gens échouent à ce test. Pourquoi ? Parce que l'accord est le chemin de la moindre résistance sociale. Il est bien plus facile de hocher la tête et de se joindre à la meute que de dire « je ne me prononcerai que sur ce que je maîtrise totalement ». Einstein a vu le piège de Pauli. Il a compris qu'on ne lui demandait pas son avis, mais son non. Pas son raisonnement, mais son verdict. On lui demandait d'être un tampon, pas un penseur, et il a refusé. À l'école, on vous a appris à donner des verdicts généraux. Cette méthode ne marche pas, ce projet va échouer. Les verdicts généraux donnent une illusion de puissance, mais ils sont paresseux. Ils revendiquent une certitude sur un territoire qu'on n'a pas entièrement cartographié. Einstein, lui, a choisi l'objection précise. C'est l'inverse du conditionnement scolaire. C'est la différence entre être un gardien du temple et être un serviteur de la vérité. Ce que personne ne vous dit sur cette rencontre, c'est qu'Einstein n'a pas validé Feynman. Il ne l'a pas défendu. Il ne lui a pas donné ce tampon de succès que chaque étudiant dans cette salle aurait vendu son âme pour obtenir. Ce qu'Einstein a fait, c'est poser une frontière. Il a dit « Mon domaine, c'est la gravité. Dans ce cadre précis, votre théorie pose problème. Pour le reste, je suspends mon jugement. » C'est ici que se cache la seconde déconstruction de notre éducation.
Le système scolaire nous a entraînés à donner des verdicts définitifs. On récompense l'étudiant qui écrit une critique acerbe et globale, même si elle est bâtie sur une autorité empruntée. On punit celui qui admet ses limites. Pourtant, la discipline d'Einstein est une leçon de survie intellectuelle. Ne dire que ce que l'on a gagné le droit de dire. Imaginez la scène. La pression est maximale. Le plus grand mathématicien vivant, von Neumann, est là. L'astronome le plus célèbre, Russell, est là. Et le terrifiant Pauli vous attaque. Tout le système vous pousse à chercher un protecteur, un hochement de tête salvateur. Mais la science ne fonctionne pas par scrutin. Si Einstein avait hoché la tête en disant « Oui, Pauli a raison », la théorie de Feynman n'en serait pas devenue plus fausse pour autant. Ces problèmes étaient réels, physiques, mathématiques, indépendamment de l'opinion d'Einstein. D'ailleurs, parlons-en de cette théorie. La vérité inconfortable, c'est que la théorie de l'absorbeur Wheeler-Feynman a fini par être abandonnée. Elle ne fonctionnait pas une fois étendue à la mécanique quantique. Feynman a passé des années à essayer de la sauver, sans succès. Mais voilà le paradoxe. Cet échec a été le terreau fertile de sa plus grande réussite. Les concepts qu'il a forgés en luttant contre l'objection précise d'Einstein ont mené directement à l'électrodynamique quantique et à son prix Nobel 25 ans plus tard. L'approbation de la salle de Princeton n'aurait pas changé cette trajectoire d'un seul millimètre. Feynman n'avait pas besoin d'un verdict, il avait besoin de données. Et Einstein lui en a donné une seule, mais elle était solide comme le roc, la gravité. Feynman est sorti de ce séminaire sans aucune validation. Selon la logique du système dans lequel vous avez été élevé, il aurait dû être dévasté. Pas d'approbation, des critiques majeures et une théorie aux faiblesses étalées. Pourtant, il est reparti avec quelque chose de plus précieux qu'un verdict, la confiance sans verdict. C'est la capacité de continuer à agir parce que le travail est réel, indépendamment de la bénédiction des autorités. Feynman n'avait pas besoin qu'Einstein dise « c'est vrai ». Il avait besoin de comprendre où se situait la faille. Cette rencontre nous offre 3 outils que l'école vous a cachés. 1. Le test de pression. Quand on tente de vous faire taire avec une autorité empruntée, nommez-le et le pouvoir s'évapore. 2. L'objection précise. Ne parlez que depuis le territoire que vous avez réellement cartographié. C'est là que réside la vraie puissance. 3. La confiance sans verdict. Votre idée n'a pas besoin de permission pour être vraie. Le système a échoué envers vous en faisant du hochement de tête le but ultime. Il a fait du diplôme ou de l'avis du patron le point final. Comme si une idée ne devenait réelle que par un tampon. Mais la réalité se moque des hiérarchies. Les électrons ne demandent pas l'autorisation d'Einstein pour interagir. La véritable beauté du réel réside dans son indifférence totale à nos jeux de pouvoir. Le monde est là, complexe, attendant simplement que vous ayez le courage de le regarder en face, sans intermédiaire. Einstein a refusé d'être l'arme de Pauli parce qu'il respectait trop la vérité pour lui imposer son nom. Faites de même. Cessez de chercher le reflet de votre valeur dans les yeux des autres. Regardez les équations. Regardez le monde. La vérité n'a pas besoin de garde-fous. Elle a besoin de témoins honnêtes. Si vous voulez enfin voir le monde tel qu'il est, sans filtre et sans permission, abonne-toi.